Dans le cadre des travaux que nous conduisons pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018, sur le fondement de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958, qui confère à la Commission des lois les prérogatives d'une commission d'enquête, nous sommes réunis pour auditionner le commandant divisionnaire Pierre Leleu, commandant d'unité de la CRS 15 de Béthune. En ma qualité de présidente de la Commission des lois, vous savez que j'ai le pouvoir d'organiser nos travaux. Je vous rappelle en outre que cette convocation a été décidée avant-hier sur le fondement d'une décision de l'ensemble de la Commission des lois. Autrement dit, la décision du co-rapporteur, M. Guillaume Larrivé, de suspendre sa participation à nos travaux ne fait nullement obstacle à la tenue de cette réunion. Au-delà, il était particulièrement intéressant de vous entendre, puisque vous dirigez la compagnie de CRS qui était présente sur place le jour des événements sur lesquels nous travaillons, la CRS 15 de Béthune. Vous étiez l'un des 2 officiers présents sur place, place de la Contrescarpe et dans les rues adjacentes. Je vous remercie d'avoir fait en sorte d'être présent aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Après avoir prêté serment, le commissaire divisionnaire Pierre Leleu, commandant d'unité donc de la compagnie CRS 15, tiendra un propos liminaire, puis moi-même je lui poserai quelques questions. Le commissaire divisionnaire y répondra et répondra ensuite aux questions des groupes qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Concernant le travail qui nous réunit aujourd'hui, je vous rappelle que les questions que vous poserez devront être limitées sur le fond par le principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux travaux d'une commission d'enquête de porter sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que celles-ci sont en cours. La garde des Sceaux nous a fait savoir le 23 juillet qu'une information judiciaire était ouverte. Je vous ai donné lecture de son courrier et nous avons appris hier qu'une nouvelle enquête préliminaire sur d'autres faits s'étant déroulée place de la Contrescarpe avait été également ouverte. Je vous rappelle également que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est diffusée en direct sur la chaîne parlementaire et qu'elle fait l'objet d'une retransmission en direct également sur le site de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vais vous demander, monsieur le commissaire divisionnaire, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je vous remercie. Monsieur le commissaire divisionnaire, vous avez souhaité faire une déclaration liminaire. Je vais vous donner la parole. Merci, Madame la Présidente. Je me permets tout d'abord de rectifier. Je ne suis que commandant divisionnaire et non pas commissaire divisionnaire. Le 1er mai dernier, la CRS 15, dont j'assure le commandement, était mise à disposition de Monsieur le préfet de police à Paris en vue d'un service de maintien de l'ordre à l'occasion de la manifestation intersyndicale. À 13h, j'assistais à une réunion préparatoire au siège de la délégation régionale CRS à Paris, au cours de laquelle était évoqué le risque de troubles à l'ordre public lié à la constitution d'un Black Bloc en marge de la manifestation. À 13h45, j'étais stationné avec mon unité, boulevard Saint-Marcel, placé sous l'autorité de TI 504, indicatif du commissaire désigné comme autorité civile. Celui-ci m'expliquait la mission dont les objectifs comprenaient la protection de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière d'une part et la capacité à se projeter sur tout incident d'autre part. Dès 14h40, l'unité était pied-à-terre avec l'ensemble des équipements pour parer à toute éventualité. À 16h, sur instruction, je déployais mon unité en barrage boulevard de l'Hôpital avec un engin lanceur d'eau afin d'éviter la remontée du Black Bloc constitué de 1200 personnes vers la place d'Italie. Je recevais le renfort d'une autre unité et d'un autre engin lanceur d'eau pour conforter le dispositif et nous entamions une progression en direction du pont d'Austerlitz afin de repousser le Black Bloc et le déstabiliser
pour mettre fin aux exactions commises. Les sommations étaient effectuées. La progression s'opérait sous un déluge de projectiles et engins incendiaires. Le mouvement inscrit dans la dynamique, avec l'appui des engins lanceurs d'eau, permettait de déstabiliser le Black Bloc, de le repousser place Valubert, puis pont d'Austerlitz. L'intervention permettait en outre d'éviter la propagation d'un incendie dans une agence automobile. À 17h20, toujours sous l'autorité de TI 504, je faisais mouvement rue Monge pour nous déployer place de la Contrescarpe. Je recevais pour mission, avec mon unité, de contrôler les accès à cette place afin d'éviter tout rassemblement d'éléments désirant occuper les lieux. Une compagnie d'intervention de la préfecture de police, relevant de la DOPC et des effectifs civils, contribuait à ce dispositif sous l'autorité de TI 504. Concrètement, les accès par les rues Lacépède, Moufetard et Blainville nous incombaient. Des groupes hostiles gravitaient autour de la place, usant de projectiles sur nos points. Vers 19h10, des groupes signalés rue Monge nous contraignaient à dépêcher une demi-compagnie sur ce point, ce qui permettait d'interpeller plusieurs personnes rue Lomont pour participation à un groupement en vue de préparer un délit. Dès lors, le dispositif de la place de la Contrescarpe, tombé à une demi-compagnie, se transformait en contrôle de zone, c'est-à-dire dispositif aéré et mobile visant à occuper le terrain et contrôler celui-ci. Vers 19h45, un groupe d'une 50aine d'individus se présentait par la rue Lacépède. Une section bloquait ce groupe, pendant que l'autre section maintenait sa position place de la Contrescarpe, face à d'autres personnes usant de projectiles. Un fonctionnaire de l'unité était impacté à la cuisse droite. Plusieurs bonds offensifs de cette section permettaient de déstabiliser les agresseurs et de contrôler la situation. Le groupe d'une 50aine d'individus précédemment évoqués, ayant quitté les lieux, permettait à l'officier de regrouper sa demi-compagnie à 19h55 sur la place. Il était décidé avec TI 504 d'effectuer une vague de refoulement et de procéder à l'interpellation d'auteurs de jets de projectiles sur nos effectifs. Les effectifs civils présents sur place s'associaient à cette manœuvre. Mes effectifs extrayaient une personne de sexe masculin, prise en compte immédiatement par un personnel civil, pendant que la jeune fille qui formait le couple était ramenée par un second effectif civil. Ces deux personnes interpellées, positionnées derrière nos lignes, prises en charge par les effectifs de la préfecture de police, la demi-compagnie s'attachait à reprendre et maintenir sa position face à des groupes hostiles aux abords de la place et ainsi poursuivre son contrôle de zone. Il est 20h15. Ce dispositif sera levé vers 21h30. Durant ce laps de temps, différents groupes signalés dans les rues adjacentes nécessiteront l'intervention de l'autre demi-compagnie en divers points. L'unité sera libérée du service à 22h12 et fera retour sur sa résidence à l'issue. Voilà le récit de la journée du 1er mai, tel que nous l'avons vécu, jusqu'à ce que l'on découvre jeudi dernier que les personnes civiles s'étant associées à notre dispositif n'appartenaient pas aux forces de l'ordre. Commandant, je vous remercie.
Nous avons auditionné, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur lundi dernier, et il nous a décrit une situation, une période d'extrême tension, un 1er mai qui s'annonçait lui-même difficile, avec des opérations de maintien de l'ordre qui apparaissaient délicates. Il nous indique ensuite, au cours de son audition, que ce 1er mai avait été d'une violence extrême, que les moments ont été d'une brutalité inouïe, et que donc vous aviez été obligé de mobiliser jusqu'à 17 unités de compagnie républicaine de sécurité. Est-ce que les événements que vous avez décrits, est-ce que vous partagez l'opinion du ministre de l'Intérieur sur leur violence, sur leur caractère d'une gravité extrême? Quelle est l'appréciation d'un homme qui a à faire face à ces opérations de maintien de l'ordre de façon régulière par rapport à ces événements lors de cette manifestation? Alors, les éléments préalablement réunis avant ce service, effectivement, présageaient d'une journée lourde en termes d'emploi. Nous savions qu'effectivement, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, qu'il y avait un fort risque de troubles à l'ordre public lié à la constitution d'un Black Bloc. Boulevard de l'Hôpital, ces prévisions se sont annoncées exactes puisque nous nous sommes retrouvés en présence d'un groupe constitué de 1200 personnes, usant de projectiles en tout genre, équipés de moyens de protection et usant ponctuellement d'engins incendiaires. Après sommation, il avait donc été décidé de procéder au démantèlement de ce Black Bloc en le repoussant en direction du pont d'Austerlitz, ce qui a nécessité l'engagement de 2 engins lanceurs d'eau qui ont montré toute l'efficacité. Ils ont permis de maintenir le groupe à distance et de limiter l'utilisation de moyens lacrymogènes en nombre important. D'expérience de terrain, je peux vous dire que le groupe constitué de 1200 Black Blocs nous est apparu à tous comme très important et rarement rencontré, je crois, sur notre territoire. Donc effectivement, cette première phase rencontrée sur le boulevard de l'Hôpital, je partage les propos tenus. C'était une première phase très engagée, au cours de laquelle l'emploi de la force a été nécessaire, de manière prononcée. Et donc, je partage ce point de vue, Madame la Présidente. Je vous remercie. Lorsque vous nous décrivez cette journée, vous nous décrivez être constamment en liaison en fait avec la salle de commandement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu concrètement comment se déroulent les opérations sur le plan de ce commandement? Quelle est la ligne hiérarchique qui est suivie lors de telles opérations? Alors tout d'abord, il y a une architecture radio très spécifique. Nous disposons, pour les compagnies républicaines de sécurité, d'un réseau dirigé depuis la salle de commandement située à la préfecture de police. Et la préfecture de police dispose de son propre réseau radio. La coordination des forces s'effectue au niveau de la préfecture de police, sous l'égide du directeur de service d'ordre. Sur place, sur le terrain, la coordination se fait entre le commandant d'unité, donc le commandant de la force publique, que je suis, et le TI, le commissaire de police, désigné comme étant notre autorité civile.
Concrètement, les instructions données par la salle convergent sur le terrain par nos deux réseaux distincts. Le commissaire de police reçoit les instructions, je reçois les mêmes instructions par mon canal, et sur le terrain, directement, physiquement, on se met en relation pour mettre en œuvre ces instructions et les moyens pour arriver aux objectifs assignés. Lors de ces événements, vous nous avez indiqué que vous ignorez. Alors, je ne suis pas exacte en fait. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des observateurs qui seraient chargés d'observer donc les opérations que vous meniez? Et si oui ou non, est-ce que habituellement on vous met au courant de la présence de tels observateurs? Alors pour cette journée du 1er mai, je n'avais pas été informé qu'il y avait des observateurs présents dans le dispositif. Nous concernant, il est fréquent que l'on accueille au sein de nos formations des stagiaires, officiers de police, commissaires de police, magistrats, voire polytechniciens, qui sont en mission d'observation dans nos compagnies. Ça fait l'objet de notes de service ou télégrammes officiels. Et donc, on les accueille au sein des unités en stage d'observation d'une manière clairement identifiée. Quand vous parlez de stage d'observation, c'est plusieurs jours ou c'est juste un moment pour observer les opérations sur une demi-journée ou... Généralement, c'est sur une période d'une semaine, voire plus, hein, puisque ça fait partie d'un cursus de formation des intéressés. Et on est bien d'accord, les observateurs que vous accueillez dans ce cadre-là, qui est un petit peu différent de celui que réalise la préfecture de police, sont bien assignés aux mêmes fonctions, c'est-à-dire juste une fonction d'observation et en aucun cas une fonction de participation aux actes de maintien de l'ordre que vous réalisez. Effectivement, lorsque nous avons des personnels en immersion dans nos unités, on les équipe d'un minimum de moyens de protection, gilet pare-balles, le casque, le rudiment nécessaire à pouvoir observer un minimum sur le terrain. Ils sont généralement binômés avec un officier, de manière à leur fournir les explications et les commentaires nécessaires à la compréhension de notre fonctionnement. Sur le terrain, dès lors qu'on se retrouve sur un scénario un peu engagé, on évite de les exposer et donc on les soustrait à l'événement, clairement. Et sur des événements dont on sait, et manifestement vous étiez préparé aussi à leur gravité extrême, est-ce qu'il vous semble normal et opportun d'avoir des observateurs sur ce genre d'opération? Permettez-moi, Madame la Présidente, de ne pas me prononcer sur cette question. Il ne m'appartient pas d'apprécier ce point. Très bien. Est-ce que vous connaissiez les personnes qui sont actuellement mises en cause dans les procédures judiciaires en cours, donc les 3 officiers de police, M. Benalla ou M. Kras? Est-ce que... Alors non, absolument pas. J'ai appris leur existence jeudi dernier, comme beaucoup de monde, via la presse et les médias. Même les officiers de police qui étaient sur place, place de la Contrescarpe, vous n'aviez pas eu de contact avec eux? Alors, il faudrait me préciser de qui il s'agit. Moi, place de la Contrescarpe, je n'avais qu'un contact, et de toute façon, ça a été mon contact privilégié tout au long de cette journée du 1er mai, c'était TI 504, M. Creusat. En dehors de lui, je n'ai pas eu de contact privilégié sur la place de la Contrescarpe avec un autre officier.
Vous n'aviez pas de contact avec M. Simonin, que vous ne connaissez pas, et vous n'aviez surtout pas de contact avec M. Mizerski, qui était le major chargé d'accompagner les deux observateurs. Alors, je vais reformuler ma réponse. Si vous souhaitez connaître la réponse personne par personne, Monsieur Simonin, évidemment que je connais Monsieur Simonin, puisqu'il dispose d'un poste à l'état-major de la DOPC, donc il arrive qu'en réunion avant un service, je l'aperçoive, même si je n'ai pas de contact privilégié avec ce haut fonctionnaire. Vous m'évoquez qui encore, Madame la Présidente? Monsieur Mizerski, qui était le major chargé d'accompagner les deux personnes dont on parle dans cette affaire. Alors, le major, effectivement, je l'avais aperçu à place de la contre-escarpe. Bon, on n'a pas eu le temps d'échanger. Hein. Il y avait beaucoup de travail ce jour-là, mais j'avais aperçu. Je connais son visage et son grade et approximativement sa fonction au sein de l'état-major de l'APP, mais sans plus. Et j'avais aperçu effectivement sa présence. Très bien. Voilà pour cette première série de questions. Donc, je vais donner la parole pour le groupe La République En Marche à M. Thomas Rudigoz. Merci Madame la Présidente. Mon commandant, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et saluer le travail qu'ont fait vos hommes pendant ces événements du 1er mai, parce qu'on oublie un petit peu dans cette histoire ce qui s'est passé et la gravité des faits qui ont été commis par des personnes extrêmement violentes, ces Black Blocs, et que ce sont ces personnes surtout sur lesquelles on devrait s'inquiéter aujourd'hui. D'ailleurs, on peut saluer noter l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris, justement, par rapport aux violences des personnes qui ont été interpellées au moment du 1er mai par vos hommes. Sur ces événements, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand on voit maintenant les nombreuses vidéos qui ont circulé. Certaines se sont rajoutées depuis les vidéos qui ont été publiées par Le Monde. On a eu des nouvelles vidéos par Mediapart, par exemple, assez longues. Ce qui m'a interpellé, c'est de voir la facilité avec laquelle ces deux hommes, M. Benalla et M. Kras, son acolyte, se promènent sur la place de la Contrescarpe, qui est quadrillée par vos hommes, dont on voit le travail de mise en sécurité important qu'ils font, car on voit d'ailleurs beaucoup de personnes avec des casques. D'ailleurs, ça m'a aussi un petit peu interpellé, mais ce n'est pas la question de les voir un peu comme ça, déambuler autour de vos hommes. Vos hommes sont en train de quadriller, sont en train de mettre en sécurité, comme vous l'avez bien expliqué, cette place de la Contrescarpe. Et on voit ces deux personnes en civil, comme cela, se promener, tout d'un coup intervenir sur un point, interpeller vos hommes, cibler les deux personnes, l'homme et la femme dont vous avez parlé. À ce moment-là, vos hommes les interpellent, d'ailleurs, saisissent tout du moins le garçon. La fille est saisie par une des personnes en civil. Donc, moi, il est évident que pour vos hommes, ils ont affaire là, et c'est ça que je voudrais que vous précisiez. Je pense qu'après, ils ont dû vous le faire remonter quand vous avez fait un débriefing de cet événement, même sans savoir qui était l'identité précise de M. Benalla et M. Kras. Néanmoins, leur façon de procéder, selon moi, aurait pu interpeller vos hommes, parce que on pourrait croire que ce sont des policiers en civil, mais à la fois, ils ont des attitudes, moi-même sans être un expert, qui ne me laissent pas entendre que ce sont vraiment des policiers, parce qu'ils ont des façons de procéder qui sont un peu incongrues, je dirais. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vos hommes, tout de suite après, enfin, tout du moins dans la soirée, vous ont fait un débriefing en disant peut-être, voilà, nous étions accompagnés par des policiers en civil, on ne les avait jamais vus, parce que vous-même vous dites que quand même vous connaissez certains officiers ou sous-officiers, comme le major Mizerski. Alors, vous ne pouvez pas connaître tous les policiers de la place parisienne, mais néanmoins par rapport à l'attitude de ces personnages, et puis un peu leur agressivité, parce que vos hommes font preuve des fois d'actes forts, mais dans un contrôle de leur force et de la force publique, tandis que ces deux-là, ils sont assez déroutants dans leur façon d'agir. Est-ce qu'à ce moment-là, en soirée, ou le lendemain, je ne sais pas quand est-ce que vous faites un débriefing, est-ce que vous avez par vos hommes, et peut-être vous-même qui étiez sur place par moment, eu une analyse de la situation
de ces personnes-là et cela vous a interpellé et questionné? Alors, ce n'est pas une situation singulière que d'avoir au sein d'un dispositif de maintien de l'ordre des personnels en civil, BIVP, BAC, qui chacun dans leurs fonctions respectives effectuent leur mission. Donc, nous sommes habitués à travailler, à mettre en œuvre des dispositifs et d'y associer ou que s'associent à notre dispositif des personnels civils de sécurité publique ou de la préfecture de police. Donc ça n'est pas une situation singulière, bien au contraire, c'est régulièrement rencontré. Les deux personnes dont vous parlez avaient aux yeux de chacun, pour mes effectifs, toute l'apparence de fonctionnaires de police. L'un avait un casque, un poste radio, l'autre portait une arme de poing. Ils étaient présents sur le dispositif en présence d'autres fonctionnaires de la police parisienne que je connais, le major, TI 504, donc tout porté à accréditer, et à vrai dire, on ne s'est même pas posé la question. Pour nous, tout naturellement, il s'agissait de fonctionnaires de police. Ensuite, quant au débriefing, avoir parlé de leur comportement, de leur situation, honnêtement, nous ne l'avons pas fait. L'heure était plutôt au bilan après le service. Je suis rentré avec 6 conclusionnés. J'ai un de mes fonctionnaires qui a nécessité des soins quand même pendant un mois. Leur bilan matériel également, nous avions utilisé des moyens, donc voilà, il y a des dispositions à prendre pour recompléter les moyens, se reconditionner. Et donc cet aspect des choses n'a pas du tout été évoqué. Vous ne trouvez pas leur comportement étonnant? À chaud, on n'a pas le temps, le regard pendant une opération de maintien de l'ordre est porté plutôt devant que derrière. Comme les effectifs civils évoluent davantage derrière nos lignes que devant pour des raisons de protection, notre attention est plutôt focalisée sur la menace plutôt que ceux qui sont censés travailler avec nous. Donc non, ça ne nous a pas interpellés. Je vous remercie. Toujours pour La République En Marche, Monsieur Jean-François Eliaou. Merci Madame la Présidente. Commandant, je voudrais m'associer à l'hommage qui est rendu par mes collègues aux forces de l'ordre qui ont opéré ce jour-là, et en particulier à vous et aux hommes de votre unité. Je voudrais revenir un moment sur les deux manifestants que l'on voit molestés par M. Benalla. Nous avons appris qu'ils faisaient l'objet d'une enquête préliminaire. Donc, aviez-vous remarqué un comportement particulièrement agressif ou agressif tout simplement de la part de ces deux personnes lorsque vous étiez sur la Contrescarpe? Et deuxième question, ont-ils été ensuite interpellés par vous ou les hommes qui étaient sous votre autorité à la suite de ces événements? Je vous remercie. Alors, les interpellations de ces deux personnes se font à l'occasion d'une manœuvre décidée conjointement avec TI 504, autorité civile présente sur place. Il était convenu lors d'une manœuvre, plus exactement une vague de refoulement, d'essayer de procéder à des interpellations d'auteurs de jets de projectiles. Mes effectifs avaient plus particulièrement ciblé deux personnes qui avaient usé longuement de jets de projectiles sur la place de la Contrescarpe pendant que mes effectifs s'affairaient à contrôler
à contrôler la zone. Plus particulièrement, lorsque le mouvement offensif a été lancé, c'est le principe du commandement délégué. Le chef de groupe de mon unité, a ciblé la personne de sexe masculin comme étant la personne à extraire prioritairement. Ce qui a été fait par mes effectifs. Donc la personne de sexe masculin, très concrètement, est interpellée, est extraite par mes effectifs et remise immédiatement à un personnel civil qui la prend en compte. Personnel civil qui s'avère ne pas être fonctionnaire de police finalement. La seconde personne que nous n'avions pas retenue en cible est prise en compte par un second effectif civil qui s'avère là non plus ne pas être fonctionnaire de police. Une fois ces deux personnes interpellées, prises en compte par ces effectifs civils, il revenait à mes personnels, à mes effectifs, de reprendre le cours de la mission et de redonner toute la cohérence au dispositif pour reprendre le contrôle de zone. Donc tout naturellement, l'attention s'est reportée sur la menace et l'objectif assigné à l'unité. Juste une toute petite question. Concernant le vidéaste que l'on voit également sur la scène, la personne qui utilise son téléphone portable pour prendre un film vidéo, vous en avez eu connaissance, vous l'avez remarqué sur le moment? Alors, vous savez, lorsqu'on travaille sur des scènes de ce genre, il y a une présence relativement importante de journalistes et de badauds qui prennent des vues avec leur smartphone. Donc, c'était une personne parmi tant d'autres et nous ne l'avons pas spécialement remarqué. Je vous remercie. Pour la question suivante, Madame Catherine Kamowski. Merci Madame la Présidente. Commandant, je m'associe bien évidemment aux remarques qu'ont fait mes deux collègues précédemment sur l'efficacité et, je dirais, l'assurance que nous pouvons avoir du maintien de l'ordre républicain de la part de vos compagnies. J'aimerais, suite à ce que vous venez de dire et vos réponses aux deux questions précédentes, vous demander quand même quelques précisions. J'entends bien, et je veux juste que vous me le confirmiez en fait simplement, j'entends bien que les deux personnes, on dit effectifs civils, auxquels les deux manifestants étaient remis, ne se sont jamais présentés à vous ou à votre chef de groupe comme personnel de police. Oui ou non? À votre connaissance, bien. Comment ça marche. Votre question est de savoir si ces deux personnes, effectifs civils que l'on prenait pour des effectifs de la préfecture de police, se sont présentés ès-qualité à mes effectifs en tant que fonctionnaires de police. Non, ils n'ont pas fait. Pardon. C'est donc uniquement par rapport à leur tenue qui était celle habituelle ou à peu près habituelle de fonctionnaires de police qu'ils ont été pris pour des fonctionnaires de police ? Absolument, c'est la réponse de par leur équipement et leur présence dans le dispositif avec la présence parmi d'autres effectifs de la préfecture de police. Donc chacun en a déduit que c'était effectivement des collègues. Ça, c'est le factuel, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, hypothétiquement, si ces personnes s'étaient présentées à vos effectifs comme des observateurs, hein, là comme en observation,
ou s'ils vous avaient été présentés comme des observateurs, je ne sais pas, lors de la réunion de préparation ou autre, comment auriez-vous organisé leur présence, si tant est que vous le puissiez, sur cette scène qui était quand même assez violente, ou en tout cas assez mouvementée? Est-ce qu'ils auraient été mis à part? Est-ce qu'on leur a... Je ne sais pas. Enfin, là, je vous pose des questions de total novice dans le maintien de l'ordre lors de manifestations violentes. Donc, est-ce que vous pouvez m'éclairer, tant soit peu? Écoutez, madame, nous sommes dans le domaine de l'hypothèse. Bon, écoutez, honnêtement, je suis là pour vous rapporter ce que nous avons fait, ce que l'on a constaté. Bon, je n'émettrai pas de point de vue particulier là-dessus. Alors, je vais peut-être reformuler mes questions. Usuellement, lorsqu'il y a des observateurs sur une scène mouvementée, hein, je précise bien, parce que vous avez insisté, toutes les personnes qui étaient chargées du maintien de l'ordre nous l'ont bien dit, c'était un contexte quand même de forte tension, de violence et de crainte aussi de dispersion de cette violence un peu partout. Usuellement, que faites-vous lorsque vous avez un ou des observateurs, ou coordonnez-vous à vos hommes de fer lorsqu'il y a un ou des observateurs dans une scène potentiellement violente, s'il vous plaît? Alors, lorsqu'au sein de nos formations, nous avons des gens en stage d'observation, ils bénéficient d'un référent qui les guide tout au long de leur stage. À charge à lui d'évaluer la situation et en fonction de celle-ci, soustraire éventuellement ses observateurs à l'événement s'il juge qu'il y a danger pour celle-ci. Je vous remercie. Pour La République En Marche, Madame Laetitia Avia. Merci Madame la Présidente. Monsieur le commandant divisionnaire, dans la continuité de la question qui a été posée par mon collègue tout à l'heure, donc on est revenu sur cette vidéo. Et cette vidéo qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux avec ces agissements de la part d'Alexandre Benalla qui ont beaucoup choqué et qui m'ont choqué aussi à titre personnel avec donc ces actes vigoureux, disons, comme il les qualifie, vis-à-vis des personnes qui ont été interpellées. Il y a eu ensuite d'autres vidéos qui ont circulé. Tout à l'heure, mon collègue évoquait celle préalable à l'intervention d'Alexandre Benalla, mais il y en a également sur ce qui intervient après. Et donc la prise en charge de ces deux personnes par vos équipes. Une vidéo que j'ai trouvée extrêmement choquante aussi, avec des actes d'une interpellation qui est une interpellation forte. Avec des personnes qui sont appréhendées fortement contre un mur, qui sont fortement bousculées. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette vidéo également? Est-ce que vous avez des éléments sur la suite de la prise en charge de l'interpellation de ces personnes? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu trois CRS pour immobiliser un homme après cette interpellation, enfin après cette première prise en charge par M. Benalla? Si l'on reprend le déroulement des faits, mes effectifs extraient une personne de sexe masculin. Cette personne est identifiée clairement comme auteur de jet de projectile sur personne dépositaire de l'ordre de l'autorité publique. Cette personne est virulente. Elle est d'abord maîtrisée par mes effectifs, avec l'emploi de la force strictement nécessaire, proportionné, pour être prise en compte ensuite par des effectifs civils qui, derrière nos lignes, sont chargés d'en assurer la gestion jusqu'à la mise à disposition de l'officier de police judiciaire. Jusque-là, il n'y a absolument rien à dire sur le
le comportement de mes effectifs et la justification quant à l'interpellation. Vous parlez ensuite d'une scène, je crois, il y a tellement de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux que je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parler. Si vous n'identifiez pas la vidéo en elle-même, est-ce que vous pouvez nous décrire précisément, une fois que Alexandre Benalla n'est plus en contact avec ces personnes, comment est réalisée la prise en charge donc, de ces deux personnes par vos équipes, et s'il vous a été remonté des difficultés dans la façon de les appréhender, puisque mon collègue me précisait que ce n'était pas 3, mais 5 personnes qu'il avait fallu pour les immobiliser in fine. Il revient aux personnes, donc en l'occurrence les effectifs civils qui avaient pris en compte les interpellés, de les gérer. C'est le principe même de la complémentarité, et c'est tout l'intérêt de ce genre de procédé, puisque ça nous permet de maintenir toute la cohérence à notre dispositif. Dès lors, la gestion de ces personnes ne nous incombait plus derrière les lignes. Maintenant, la vidéo à laquelle vous faites allusion, je ne vois pas de quoi il s'agit précisément, donc je suis en fait incapable de vous répondre véritablement. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Madame Isabelle Floren. Merci Madame la Présidente. Merci commandant pour le compte-rendu très précis que vous nous avez transmis de votre journée du 1er mai. Moi, j'ai une question suite à l'enquête demandée, ouverte par le parquet de Paris et par le procureur Molins, sur le fait que, justement, les, entre guillemets, victimes ont aussi commis des agressions sur les policiers et qui n'ont pas été, en ce sens, c'est ce que demande comme éclaircissement le procureur, poursuivis pour les faits de violence à l'encontre des policiers lors, effectivement, de la manifestation et des violences de la place de la Contrescarpe. Donc, moi, ma question, c'est, d'une part, savez-vous et avez-vous une information sur les suites de vos interpellations? Combien de personnes ont été interpellées exactement sur la place de la Contrescarpe suite aux violences qui ont été commises ce soir-là? Et ensuite, comment se passe, parce que vous nous dites, vous les remettez à l'officier de police judiciaire, les personnes interpellées. J'aurais voulu avoir des précisions sur justement la chaîne d'information, et si vous avez ensuite un retour ou sur le débriefing qui est fait. Effectivement, le couple en lui-même ne fait pas partie des personnes qui ont été interpellées ce soir-là. Alors, le schéma de fonctionnement s'agissant des interpellations en maintien de l'ordre. En maintien de l'ordre, nous perdons notre qualification judiciaire, ce qui fait qu'en termes d'actes, ce sont des fiches de mise à disposition qui sont rédigées, qui permettent a posteriori à l'officier de police judiciaire d'établir les faits à l'encontre de la personne interpellée, et éventuellement d'auditionner le ou les fonctionnaires interpellateurs afin d'établir les faits. C'est un premier cas de figure. Nous interpellons directement les personnes en l'absence d'effectifs territoriaux présents sur les lieux. C'est nous qui assurons la gestion, et nous avons l'obligation juridique
d'assurer la protection de ces personnes jusqu'à leur présentation devant l'officier de police judiciaire. Le deuxième cas de figure, c'est en présence d'effectifs territorialement compétents qui prennent le relais, et en quelque sorte, là, nous, on est la main forte, si vous voulez, à cette opération d'interpellation. C'est aux effectifs territoriaux de prendre le relais et d'effectuer les démarches, et en l'occurrence, un procès-verbal de saisine ou une fiche d'interpellation, en fonction des circonstances, avant remise de la personne interpellée et sa présentation devant l'OPJ. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qui ont été interpellées? J'ai entendu 31 personnes sur la place de la Contresca ce soir-là. Pour notre part, 2 personnes ont été interpellées. Enfin, nous avons connaissance de l'interpellation de 2 personnes. Concrètement, il s'agit de la personne de sexe masculin que nous avons extraite et remise et prise en compte immédiatement par un effectif civil, et la personne de sexe féminin, interpellation à laquelle nous avons assisté, qui a été prise en compte directement ramenée par ce deuxième effectif civil. Donc 2 personnes, pour moi, interpellées place de la Contrescarpe, en tout cas, lors de la manœuvre de mon unité et au cours du contrôle de zone tenu par mon unité. Donc interpellés par vous, mais non poursuivis par les officiers ou par les civils. C'est bien ça le... Alors là, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner les suites judiciaires apportées aux interpellations que nous faisons dans ce cadre. Je vous remercie. Monsieur Alain Touré. Oui, mon commandant, je voudrais avoir un peu des précisions sur l'ambiance de la manifestation et de la présence de ces 1200 Black Blocs. Ça me semble être quelque chose d'extraordinairement fort. Est-ce qu'on est en présence d'actes de guérilla urbaine organisés par des gens qui ont une formation paramilitaire et qui décident d'en aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre pour aller vers un choc maximum? Est-ce qu'il est habituel d'avoir ainsi 1200 personnes organisées? Est-ce que ces 1200 personnes sont françaises ou est-ce qu'elles relèvent, comme on l'a vu dans l'affaire de la ZAD en Bretagne, d'individus venant de l'ensemble des régions de France ou de même d'Europe? Est-ce que, lorsque je vous dis que j'ai le sentiment que c'est une guérilla urbaine, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à des émeutiers? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à des individus qui ont décidé véritablement d'utiliser des moyens contre la République? Et à partir de ce moment-là, quels moyens? Viennent-ils avec des cocktails Molotov? Viennent-ils avec des billes des élingues avec des billes de plomb? Est-ce que les objets qui sont envoyés, ils viennent avec eux ou est-ce qu'ils les trouvent sur place? Je voudrais avoir la relation par vous-même de cela, parce que ça me semble très important pour mieux comprendre ces faits qui me semblent extraordinairement graves et qui relèvent d'une véritable insurrection. Alors, je vais vous livrer ma perception des choses en tant que chef tactique, homme de terrain, puisque je ne suis pas affecté dans un service de renseignement. Effectivement, le Black Bloc du 1er mai, c'était un regroupement très sincèrement impressionnant par la masse composée. Équipé, comme je vous l'ai dit, de moyens de protection en tout genre pour en découdre avec les forces de l'ordre, équipé d'engins incendiaires et autres projectiles, cocktails Molotov et engins incendiaires, parce qu'ils sont très inventifs sur les procédés, vous savez, pour porter des coups aux forces de l'ordre. Ils sont très ingénieux.
Et également, ça sera le dernier point que je pourrais vous livrer, effectivement, on a noté la présence de personnes de nationalité étrangère, de pays européens voisins qui se mêlent à ces manifestations pour les faire dériver. On a l'impression que c'est absolument extraordinaire qu'il n'y ait pas eu plus de blessés. Quand on voit deux forces pareilles, puisqu'ils s'entraînent, ces gens-là, ils ne viennent pas comme ça par hasard, je suppose qu'ils sont organisés, structurés, et qu'il n'y ait pas eu des blessés plus graves. Il y en a qui ont été, vous l'avez indiqué, blessés, mais ça reste dans un domaine léger par rapport au risque colossal que ça pourrait avoir. Est-ce que c'est véritablement dû à la chance ou bien alors à l'extraordinaire professionnalisme de vos troupes qu'il n'y ait pas eu des blessés plus graves? Alors, nous avons tenu compte des éléments passés. Donc, on a un peu maintenant de recul face à leur procédé. Donc, le 1er mai, nous avons déployé tout d'abord les engins lanceurs d'eau qui ont permis de garder à distance le Black Bloc, donc hors portée de nuire directement, même si quelques engins incendiaires et cocktails Molotov ne sont pas tombés loin de nos lignes. Donc les engins lanceurs d'eau ont constitué un premier avantage. Les moyens d'appui, que sont bien évidemment les grenades lacrymogènes, puisque dans mon bilan, rien que pour mon unité, sur le boulevard de l'hôpital, 60 grenades ont été lancées pour justement maintenir à distance et déstabiliser le Black Bloc. Et puis, je l'avais dit en mon propos liminaire, on a inscrit le dispositif dans une dynamique, ce qui fait que on a gardé toujours l'initiative sur l'événement. Et puis, c'est notre boulot, on s'entraîne pour ça, on est équipé pour ça. Ce sont des automatismes collectifs, sans cesse répétés. On a un lourd dispositif de formation collectif, parce que les CRS, ce n'est pas une succession d'individualités, c'est un groupe qui a l'habitude de travailler ensemble avec un rôle déterminé pour chacun dans l'organisation. 2 sections de protection et d'intervention, 2 sections d'appui à la manœuvre, dans chaque section 3 groupes, un groupe qui commande, 2 groupes un qui est plus à l'offensive, l'autre qui appuie. Enfin bon, bref, c'est un orchestre, une musique qui s'entraîne et qui s'aguerrit pour faire face à ce type d'événement. Je vous remercie, Monsieur Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente. Bien, merci mon commandant. J'aimerais revenir un petit peu sur le déroulé de cette journée du 1er mai, et notamment la réunion préparatoire que vous avez évoquée en tout début de vos propos, à 13h précisément. Et j'aimerais savoir, à cette réunion préparatoire à laquelle vous assistiez en même temps que le commissaire divisionnaire, enfin le commissaire qui était désigné comme l'autorité civile et votre interlocuteur sur cette manifestation. Est-ce que, mon commandant, est-ce que vous avez ouvertement posé ou pas la question de savoir si sur cette manifestation, il y avait des observateurs prévus? Est-ce qu'il était dans vos prérogatives ou dans votre rôle de commandant divisionnaire de poser cette question à cette réunion préparatoire? Et puis, je reviendrai sur la question qu'a posée ou le constat qu'a pu faire ma collègue tout à l'heure sur ces 2 observateurs. Est-ce que, je vous reformule la question de manière un petit peu plus directe, est-ce que ces 2 personnes se sont présentées à votre commandement ou à vos hommes, une fois sur le terrain, est-ce qu'ils se sont présentés comme étant des observateurs? Alors, tout d'abord, la réunion préparatoire à laquelle j'ai assisté s'est déroulée au siège de notre délégation régionale. Bon, c'est l'organe de commandement déconcentré de la direction zonale CRS de Vélizy, déconcentré à Paris pour l'emploi des unités CRS sur la capitale et le Grand Paris. Donc nous étions en réunion et il n'y avait que les commandants d'unités CRS
et le chef de Géo, le chef de groupement opérationnel, au cours de cette réunion. Bon, habituellement, on ne pose pas la question préalable de savoir si, oui ou non, il y a des observateurs sur tel événement. Lorsque ça se produit, c'est le service concerné qui présente éventuellement ces personnes en stage. À quel moment alors vous avez ou pas tenu une réunion avec le service concerné justement pour préparer cette manifestation, et à quel moment ils auraient pu vous dire si oui ou non sur cette manifestation des observateurs seraient accueillis? Comme je vous disais, la réunion s'est faite uniquement en présence des autres commandants CRS et du chef de groupement opérationnel. Donc il n'a pas été évoqué la présence d'extérieurs et d'observateurs. J'entends bien, donc est-ce à dire qu'il n'y a eu aucune communication entre votre unité, votre commandement et le commissaire autorité civile sur cette question-là? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu au moins une information qui a été partagée, puisque on est quand même sur une manifestation, et mes collègues l'ont rappelé, d'une grande importance, où votre unité a dû faire face à un certain nombre de manifestants virulents, violents. Vous-même, vous disiez que dans votre unité, vous étiez à même d'accueillir des stagiaires, et que tout était des stagiaires observateurs, et qu'au préalable, tout était organisé pour que ces observateurs soient identifiés et ne serait-ce que protégés. Moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, est-ce que dans la chaîne d'information, est-ce qu'on vous a prévenu à un moment donné ou pas que sur la manifestation, et notamment place de la Contrescarpe, des observateurs seraient présents? Donc, mon contact privilégié avec l'autorité civile s'est produit avec TI 504. À aucun moment on m'a fait part de la présence d'observateurs sur le terrain. Sur ma deuxième question, ces mêmes observateurs ne se sont pas présentés volontairement, spontanément à votre commandement une fois sur place? Absolument pas. Je vous remercie. Monsieur Guillaume Vuittet. Merci Madame la Présidente. Mon commandant, évidemment, il est compliqué pour nous de nous mettre dans l'ambiance de ce qui était une opération aussi violente, et évidemment je rejoins mes collègues pour saluer l'action qui était la vôtre et celle de vos collègues à ce moment-là. Pour autant, en effet, ce qui nous importe, c'est de savoir comment deux personnes qui n'étaient pas des policiers, on peut se retrouver en train d'agir comme des policiers sur un site particulièrement violent. C'est ça qui dépose, avec du matériel en plus, qui les fait d'ailleurs passer pour des policiers. Donc, même si vous nous l'avez déjà dit, il faudrait que vous nous confirmiez que c'est bien des personnes qui étaient déjà équipées au moment où vous arrivez sur le site de la Contrescarpe, donc qui ont été équipées par les personnels de l'APP présents avant. Est-ce que c'est bien le cas? Il y a, et puis j'aurais peut-être, je vous demande de répondre déjà à cette question-là, ensuite j'en aurai une ou deux derrière, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'ils sont déjà équipés au moment où vous arrivez sur la place de la Contrescarpe, ces deux personnels civils qui passent pour des policiers? Écoutez, quand on met en place le dispositif sur la place de la Contrescarpe, je suis avec mes 4 sections. Il y a de mémoire 2 sections, deux sections des compagnies d'intervention de la préfecture de police sur place, pas mal d'effectifs civils. Alors, est-ce que ces 2 personnes étaient présentes déjà à ce moment-là? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Nous, en tout état de cause, quand mes effectifs les voient s'associer à notre travail, à notre action, ils sont équipés, effectivement. Il y a en effet des images qui sont assez choquantes, en tout cas de notre point de vue, quand ces 2 personnes appréhendent, en tout cas s'adressent au couple qui sera par la suite interpellé. Il y a des images où on voit un homme qui est à terre et qui est fortement secoué, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez ressenti le besoin, l'intention, est-ce
Est-ce que vous avez pu avoir conscience de ce qui se passait, vous, vos collègues, et vous subordonnez, ou est-ce qu'il y a eu une volonté d'intervenir pour faire en sorte de limiter ce moment qui était un moment particulièrement violent? Une fois les interpellations réalisées, l'attention des personnels s'est reportée sur la menace pour reconstituer un dispositif cohérent et ne pas passer à côté de l'objectif assigné à notre demi-compagnie. Donc, de ce fait, non, très franchement, il n'y a pas eu de volonté de quoi que ce soit une fois les interpellations et les personnes positionnées derrière nos lignes. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu le major dont nous avons parlé tout à l'heure prendre en charge ces deux personnels civils que vous assigniez des policiers parce que leur équipement vous amenait à le faire? Est-ce que vous avez le souvenir de l'avoir vu à proximité, visiblement être avec eux? Non, de toute façon, je n'avais pas spécifiquement remarqué ces deux personnels civils plus que d'autres. Voilà, ça allait, ça venait, nous étions là, il y avait des effectifs de la préfecture de police. Voilà, c'était des fonctionnaires parmi tant d'autres et je n'ai rien remarqué de particulier. Je vous remercie, Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci, commandant, des informations que vous nous apportez et des actions de maintien de l'ordre que vous menez avec vos hommes au quotidien. Je voudrais revenir et compléter les questions de mes collègues précédemment sur la prise en charge d'un observateur. Vous nous avez bien expliqué que vous-même, quand vous acceptiez un observateur, vous l'équipiez, vous lui mettiez quelqu'un en binôme et vous évitiez de l'exposer ou de le soustraire. Visiblement, là, ça n'était pas tout à fait la même situation pour la police et vous n'étiez pas informé de leur présence. Quels moyens avez-vous, vous, de distinguer une personne qui serait en situation d'observation ou d'encadrement plus ou moins connue dans cette situation-là par rapport à quelqu'un qui serait en situation d'être un imposteur et qui serait équipé de la même façon? Quelle est la possibilité de distinguer les choses? Et au vu de cet événement, est-ce que vous envisagez une réorganisation par rapport à l'accueil d'observateurs nouveaux, que ce soit auprès de vous ou dans la police, de façon à éviter ce genre de problème? Alors, l'équipement et la signalisation d'observateurs en stage dans nos formations, enfin dans la police en général, c'est pas quelque chose de normé. Il n'y a rien de prévu a priori pour identifier d'une quelconque façon ces personnes. Maintenant, s'il doit y avoir une réflexion, il appartiendra aux échelons supérieurs, aux échelons centraux de se poser sur cette problématique et d'envisager pourquoi pas un schéma plus performant, plus cohérent. Juste un complément, on comprend bien que dans ces situations-là, personne n'a trop le temps de repérer qui est qui, parce qu'il y a d'autres priorités d'intervention. Mais d'où la faille possible de laisser des gens sur site qui n'y ont rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation-là? C'est un sujet qui peut mériter réflexion, effectivement, et là encore, il appartiendra aux échelons supérieurs de se pencher, le cas échéant, sur la question. Et après tout, c'est la première fois qu'un tel incident survient. Je vous remercie. La parole est à Jean Terlier. Merci Madame la Présidente. Mon commandant, on a bien compris à travers vos explications que vous n'étiez pas informé de la présence de ces observateurs sur la manifestation. On a bien compris également que ça aurait été compliqué pour vous de l'apprécier dans la mesure où il y avait au moins l'apparence de policiers. Je reviens un peu moi sur une question sur la chaîne de commandement. La question est très claire. Est-ce qu'on aurait dû vous prévenir de la présence de ces observateurs sur cette manifestation?
On a bien compris que ce n'est pas quelque chose de commun sur une manifestation qui s'apparente à potentiellement des situations de dangerosité. Mais est-ce qu'on aurait dû vous prévenir de la présence de ces observateurs? Et si oui, qui aurait dû le faire? Alors, il revient au service de police accueillant des observateurs ou des stagiaires de les présenter. C'est ce qui se fait, enfin, c'est ce que nous faisons habituellement. C'est tout ce que je peux vous répondre. Mais vous nous confirmez bien qu'on aurait dû vous prévenir? Il est mieux qu'effectivement que ces personnes soient identifiées. Donc, c'est ce que nous pratiquons. Je vous remercie. Rémi Riprotte. Oui, je voulais revenir sur un point, parce que on nous a dit tout au début de cette affaire que les deux personnes interpellées, victimes, entre guillemets, des agissements de M. Benalla et de M. Kras, étaient quasiment des touristes sur la place, qui passaient par là par hasard, des gens fort aimables. Bon, vous nous dites, a priori, vous nous confirmez que c'était plutôt des gens qui étaient virulents, qui étaient dans une certaine forme d'excitation, voire qui lançaient éventuellement des projectiles, que c'était véritablement des gens qu'il fallait interpeller. Je vous confirme que les deux personnes dont vous parlez avaient été détectées plus particulièrement comme auteurs de jets de projectiles sur mes effectifs, à partir des terrasses de café, objets en verre, bouteilles, cendriers, carafes, etc. Vous aviez même indiqué tout à l'heure qu'en fait vous les avez identifiées parce que c'était celles qui ont lancé vraiment beaucoup, que ce n'était pas du tout des actes isolés. C'est ce que vous aviez indiqué précédemment pendant votre audition. Je vous confirme cela, Madame la Présidente. Madame Hélène Zanier. Merci, Madame la Présidente. Alors bien évidemment, on s'associe tous dans nos félicitations pour la gestion de cette manifestation qui était vraiment très très compliquée. D'ailleurs, je voulais un peu rebondir là-dessus. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'étaient les blessés. J'ai cru comprendre que c'était essentiellement les forces de l'ordre qui avaient été plutôt blessées, que les dégâts étaient essentiellement matériels. Donc, ce qui prouve bien aussi que vous avez su gérer au mieux dans les circonstances qui étaient terribles et qu'on connaît tous. Alors, d'après la presse, l'homme qui avait été interpellé aurait, pas déposé plainte, mais aurait été chez un médecin pour dire qu'il avait de fortes douleurs, mais ça au bout d'une dizaine de jours. Alors j'ai bien compris, c'est d'après la presse bien évidemment, alors j'ai bien compris la chaîne de décision, mais je voulais quand même poser la question par acquis de conscience. Est-ce que vous avez eu connaissance de plaintes, de douleurs? Est-ce que ça vous a été remonté, plaintes, douleurs de cette personne juste après l'interpellation? Non, ce ne sont pas des éléments qui me sont parvenus. Absolument pas. Je vous remercie. Madame Naïma Mouchou. Merci, Madame la Présidente. Merci, commandant, de votre présence. Ma question est simple. Est-ce que vous estimez que l'intervention de M. Benalla le 1er mai, place de la Contrescarpe, pour interpeller, pour mettre peut-être un terme à ce qui était en train de se passer, est-ce que cette intervention était à vos yeux légitime à ce moment-là? Je laisse le soin aux autorités judiciaires d'apprécier cette situation. Pour ma part, je ne vais pas commenter ce point si vous le permettez. Oui. Pour rebondir sur la question de ma collègue, et si on remplaçait le mot légitime par décisif, quelle serait la nature de votre réponse, s'il vous plaît? Alors là, effectivement, c'est pas tout à fait la même question.
L'unité manœuvrait sans difficulté, le contrôle de zone était maintenu. Cette intervention n'a pas apporté une plus-value significative, n'a même pas apporté de plus-value au déroulement de l'opération. En revanche, comme vous ne procédez pas aux interpellations, vous êtes obligé, une fois que vous avez immobilisé ces deux personnes dont on sait qu'elles ont été extrêmement agressives à l'égard de vos hommes, il faut bien avoir la poursuite de cette action et donc il faut que vous ayez des hommes à qui il faut vous remettez ces deux personnes dont vous venez d'assurer l'immobilisation et la neutralisation. Alors, l'intérêt d'intervenir en complémentarité d'effectifs civils, effectivement, c'est de pouvoir garder la cohérence du dispositif et d'immobiliser le moins d'agents possible à la gestion des interpellations. Dans ce sens-là, effectivement, à condition que ce soit bien coordonné et bien fait, le travail d'interpellation combiné à notre action, les actions d'interpellation menées par des effectifs civils combinés à notre action peut apporter une plus-value. Ça a permis la neutralisation des deux individus qui étaient manifestement les plus, en tout cas ceux que vous aviez repérés comme étant les plus actifs sur cette zone à ce moment-là. Donc on voit bien la complémentarité entre les différentes actions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur Jean-François Eliaou. Oui, merci Madame la Présidente pour la deuxième question. Je vais venir sur ce que vous appelez TI 504, c'est ça, le commissaire, pardon, qui semble-t-il s'appelle le commissaire Crezat, c'est ça. Connaissez-vous ce commissaire ou aviez-vous l'habitude de travailler avec ce commissaire, cette autorité civile? Et de la même façon, avez-vous l'habitude de travailler avec le major Mizerski lorsque vous intervenez sur le territoire de Paris? Alors, s'agissant du major, c'est un visage qui m'est familier pour le croiser lorsqu'il y a des réunions préparatoires à la salle de commandement de la préfecture de police. En revanche, s'agissant de TI 504, donc le commissaire Crezat, c'est un TI donc, de la DOPC, donc affecté au service de maintien de l'ordre. Donc j'ai travaillé à plusieurs reprises, effectivement, sous son autorité sur Paris. Je vous remercie. Madame Naïma Mouchou. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, commandant, pour peut-être effectivement préciser mon propos, je comprends bien effectivement qu'une enquête est en cours, vous avez raison, mais est-ce que ce 1er mai, cette intervention de M. Benalla vous a simplement paru normale ou anormale? C'est vraiment pour que nous puissions nous situer dans le contexte et connaître un petit peu l'état d'esprit de ceux qui étaient sur place. Sur place, pour nous, il s'agissait de l'action d'un fonctionnaire de police de la préfecture de police commettant une interpellation sur des individus clairement ciblés comme auteurs de jets de projectiles. Donc ça ne nous est pas apparu comme anormal. Je vous remercie. Monsieur Thomas Rudigoz. Oui, une courte question, pardon, mon commandant. Qui est un peu en lien avec la première question que je vous avais posée quand je vous avais parlé de débriefing. Existe-t-il un procès-verbal de votre intervention? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites habituellement sur ce type d'intervention? Et si ce procès-verbal existe, est-ce qu'il pourra être communiqué à la commission des lois, s'il vous plaît? Alors, à l'issue d'un service d'ordre public, nous établissons ce que l'on appelle le compte-rendu de service. C'est un télégramme adressé à notre chaîne hiérarchique qui relate le déroulement des faits, le bilan et un certain nombre d'autres points plus administratifs. Ce document, à ma connaissance, a été sollicité pour la procédure judiciaire.
Je vous remercie. Donc, je pense que nous en avons terminé. Commandant Leleux, nous vous remercions pour la précision de vos réponses et votre disponibilité qui nous ont permis d'avoir des éclaircissements importants sur un certain nombre de points. Merci beaucoup, mes chers collègues. La séance est levée.